Prenez le football, des millions de licenciés, le sport le plus populaire de la planète, pas un seul homosexuel. Un réel tabou, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans le monde du football, il n'y a pas d'homosexuels. Pourtant, il n'y a aucune espèce de raison qu'il y ait moins d'homosexuels dans le foot qu'ailleurs. Il n'y a aucune espèce de raison que le foot échappe à cette statistique. Pourtant, gay football fans, homosexual football fans, who would like to go to Qatar in 2022, but are too afraid because homosexuality is banned in that country. Take another one there. Then I would say then that they should refrain from any sexual activities. On ne l'appelle pas le beau jeu par hasard. Ces lettres de noblesse ont été écrites par l'artiste Pelé. Le football ou soccer aux États-Unis est le sport numéro 1 dans 93 pays. Le plus important, c'est d'offrir aux spectateurs, aux étrangers, à ceux qui seront venus, un joli spectacle et de quoi les recevoir. Sa popularité partout dans le monde est due à sa simplicité. Aucun obstacle financier. Tout ce qu'il faut, c'est un ballon. C'est le seul sport à même de fédérer chaque nation. Une seule langue, celle du ballon. C'est un sport qui rassemble les gens, qui les fait parler. Dans une ruelle, une contre-allée ou sur la plage, on peut jouer n'importe où et avec n'importe qui. Garçon ou fille, pauvre ou riche. Tout le monde est concerné. Aujourd'hui, le football est un sport pris très au sérieux. Le jeu universel par excellence depuis 3000 ans. Et ces légendes ont toutes connu les mêmes débuts. Beckham, Pelé ou Bobby Charlton ont eu des parcours qui ont débuté de façon similaire. C'est bon pour tout le monde. C'est synonyme de bonne santé. Cette passion des gens pour le football. Cristiano Ronaldo, star du Real Madrid et de l'équipe du Portugal, a été façonné par les mêmes origines modestes. parler d'un président à l'ancienne, c'est Louis Nicolin, le président de Montpellier, qui a dérapé le week-end dernier. Ça vous fait déjà rire en parlant d'un joueur de l'équipe d'Auxerre. Il s'agit de Benoît Pedretti. Regardez. Ils ont été meilleurs. Pedretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la moisson, on va s'en occuper. Ah oui, à quoi vous faites allusion? On va s'en occuper. Non, je ne parle pas de l'arbitre, parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui, c'est une petite tarlouse. Il aurait dû le traiter de petit con, et puis tout aurait bien été. Hein. Et là, sur... Ouais. Et oui, ça aurait été ça. Voilà, c'est tout. Hein. Petit con, petite merde, personne n'aurait rien dit. Alors, je voulais vous demander si ça vous choquait ou si ça vous faisait marrer, mais a priori, ça vous fait rigoler. Ah oui, la sortie moi, ça me fait marrer, oui. Ouais. Oui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'homme, pour ce qu'il a fait pour le football français, pour la ville de Montpellier. Maintenant, entendre une insulte comme ça, je pense que c'est inacceptable. C'est marrant parce que j'aime beaucoup, en plus j'aime beaucoup Nicolas, je vous le dis très franchement, c'est un de mes amis, et sa sortie m'a fait marrer. Ça ne vous a pas choqué quand même le mot petite tarlouse? Oui, mais enfin c'est pas grave, c'est pas grave. Mais si demain vous apprenez qu'un super joueur de l'équipe de France ou d'ailleurs, ou du Racing, pourquoi pas, est homo, ça vous choquerait? Non, mais je trouverais ça spécial, parce que c'est vrai que dans les équipes de football, ou dans les équipes de sportifs tout court, on n'imagine pas qu'il puisse y en avoir. C'est peut-être une plus homophobe qui existe, en dépit des progrès qui ont pu être... Yeah, I told him I couldn't be prouder. You know, one of the extraordinary measures of progress that we've seen in this country has been the recognition that
the LGBT community deserves full equality, not just partial equality. Two players onto his right foot, and that's into Hitzelsberger, who'll strike it beautifully. Hitzelsberger fires for goal and finds it. Goes for goal and in. Villarreal doesn't fall for Hendry. Here's Hitzelsberger being urged to shoot, and he does. Controls, might unleash one. Oh, fantastic goal from Thomas Hitzelsberger. It is Hitzelsberger. He's placed it, but he's scored, and Villa get the early breakthrough that they craved. To double his own and his team's tally. Slots it, Hendry, Hitzelsberger, clean, crisp, weaving his way through. Super goal from Hitzelsberger, and he completes his local derby travel. Last season he scored against West Bromwich. Cole still onside. Hitzelsberger! Oh, what a goal! Hitzelsberger pulls the trigger! And Halkias didn't even move. He would hardly have seen it. Je pense qu'il est désormais nécessaire de parler de mon expérience en tant qu'homosexuel dans le monde du foot. C'est seulement ces dernières années que j'ai réalisé que je voulais vivre avec un homme, que j'étais gay. J'espère que ce que je fais va en encourager d'autres, parce qu'ils voient qu'on peut être un pro, jouer au plus haut niveau et être gay. Des joueurs de foot homosexuels, officiellement, ça n'existe pas. J'ai déjà entendu des commentaires homophobes quand je jouais, mais je pense que ça sera différent si les gens savent qui est gay. Macho, comment fait-on pour mener, malgré tout, une carrière au top niveau? Quand tu as 20 ans, je vais prendre mon cas personnel en 75, tu te dis... D'abord tu te dis pas... Je pense que moi j'ai vécu ma carrière, etc. Je l'ai vécu très bien parce que j'ai su me faire respecter, j'avais pas de souci avec ça. Ça s'est passé très bien, mais je pense que le problème il est exactement le même de 77 ou de toute ma carrière de 75 à 87 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est pas le regard des gens a peut-être évolué. Je dis bien peut-être évolué, mais si je pense qu'un joueur effectivement dit fait ce coming out et dit je suis homo, je pense que ça serait dur pour lui. Homo, c'est malade. Pour beaucoup de gens. Ce qui est monstrueux. Ce qui est monstrueux, c'est que les gens n'ont toujours pas compris que aimer un mec de même sexe ou une fille ou garçon, c'est un truc génial. Et t'es pas du tout malade, t'es pas au contraire, tu vas très bien. Mais tu n'es pas dans la norme, tu n'es pas dans le consensuel, dans la ligne droite qu'on doit t'imposer. T'es pas dans le schéma parents, enfants, petits-enfants, etc. Pour ces gens-là, tu es anormal. T'es un mec ou une fille anormal. Ça, c'est insupportable. Les parents assument leur responsabilité de parents et les éducateurs assument leur responsabilité d'éducateurs et de faire comprendre à tout le monde que être homo, c'est naturel, le monsieur, il aime là le monsieur, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de souci, c'est bien, ils sont heureux, regarde, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on a à faire ça. Tu vois, le sport doit le faire. Par exemple, si tu veux, quand je regarde ma vie, quand je regarde les gens autour de moi, j'ai fait évoluer des tas de gens sur l'homosexualité. Parce qu'ils ont compris, parce que je leur ai fait comprendre que vivre avec un mec ou une fille, vivre avec une fille, c'est quelque chose de génial, ça se passe bien. Donc j'ai fait évoluer des tas de gens. Et même, j'aurais fait comprendre que pour leurs enfants, il fallait nous faire rencontrer, donc on les voit, etc. Et que les gosses, ils comprennent. Il n'y a qu'une chose pour moi qui est importante, c'est le respect. Je veux dire, tant que on n'arrivera pas à éduquer les gens, les supporters, tout ce que tu veux, à se respecter les uns les autres. Si on passe pas par là, on passe à côté de plein de choses. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, si on le faisait avec intelligence par les éducateurs et même à l'école, parce que ça permettrait aussi peut-être aux parents, parce que tu as des parents qui, c'est surtout par ignorance. C'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'ils comprennent pas. On leur a jamais appris à parler d'homosexualité. On leur a pas appris aux parents.
pour eux, c'était soit une maladie, soit oh, mais tu te rends compte, qu'est-ce que va dire le voisin, etc., etc. Donc c'est aussi pour les parents quelque chose de très dur à assumer. Donc comme on leur a jamais appris, ils ont du mal à en parler avec leurs enfants. Et donc c'est bien peut-être que des gamins arrivent en rentrant de l'école, bah t'as vu maman, on a parlé de l'homosexualité, je sais pas, vous voyez, qui posent des questions à la maison, ça permettrait aussi aux parents peut-être d'évoluer, parce que ça leur permettrait de peut-être d'aller lire des bouquins, d'aller se renseigner, c'est une démarche intellectuelle aussi pour les parents. Donc ça serait bien que ça passe par les enfants. Si dans le groupe il y a un joueur qui est différent, eh ben il faut l'aider. Il faut surtout pas le mettre de côté. Il faut surtout pas aller à l'encontre. Hein, il faut surtout pas aller le délaisser. Il faut lui en parler et il faut en parler avec ses copains. Mais effectivement, la chose la plus importante, c'est la personne qui est à la tête, qui va prendre les bonnes décisions. Nous, les sportifs, on a à véhiculer une image qui devrait être totalement positive. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent que t'as pas les valeurs. Les problèmes des valeurs, c'est de l'éducation. Ça me démonte quand j'entends ça, moi. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent que les valeurs n'existent plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, tu l'as en toi. Ou alors, si tu les perds, c'est que t'es un sale con. Et ça, c'est plus la même chose. Donc, tu deviens homophobe, tu deviens raciste, tu deviens con comme un balai. Et ça, c'est une autre histoire. Ryan, Fashanu. Why is Justin Fashanu still the only professional footballer in the world to admit he was gay? So imagine what it was like for Justin Fashanu at the end of that decade. When he signed for Norwich as a teenager, he was also different because he was black. The thing that spurs me on is the fact that I am playing for black people who maybe have not had as good a life as I've had, who have been living in the ghettos. Fearing he was about to be outed by a Sunday paper, he and his agent sold The Sun the story. En fait, ce que tu as le plus peur, c'est, je crois, et c'est con, mais c'est tellement vrai, c'est le regard des autres. En fait, t'as peur qu'on te traite de sale pédé, tu sais, quand t'as 20 ans, c'est pas facile à assumer, hein. Si vous voulez, quand vous êtes dans un stade aussi et quand vous entendez les insultes qui sont proférées à l'encontre de l'arbitre, ce sont souvent des insultes homophobes. Et peut-être que l'homosexualité est peut-être un sujet beaucoup plus tabou. Le 5 février 1985, naît un garçon fruit de l'union de Maria Dolores dos Santos Aveiro et de José Diniz Aveiro. Des gens simples, travaillant comme cuisinières et jardiniers à San Antonio, Funchal, une petite ville située sur l'île de Madère au Portugal, surplombant l'océan. Ses débuts dans la vie n'ont rien d'un film hollywoodien. Une belle ascension sociale après une enfance marquée par la pauvreté. Sa famille, catholique comme l'immense majorité, survit avec peine. Nourriture et toit sont des luxes, et au moment de Noël, il n'y a que rarement un cadeau. Leur maison est une cabane en tôle qui prend l'eau lorsque s'abattent les puissants orages qui frappent l'été la côte portugaise. Cristiano est le benjamin. Il a un frère aîné, Hugo, et deux sœurs, Elma et Liliana Katia. Aux problèmes financiers que connaissent la famille s'ajoute la difficulté à se faire des amis de son âge. C'est un garçon solitaire, dont le seul compagnon est un ballon usé trouvé dans une ruelle. L'enfance de Cristiano ressemble à celle d'un autre grand, Edinson Arantes do Nascimento, que vous connaissez mieux sous le nom de Pelé. Avant de remporter 3 fois la Coupe du Monde et de marquer plus de 1300 buts, Pelé débute sa carrière avec une chaussette bourrée de chiffons. Le Brésil est un pays en voie de développement. L'arrière-pays est parsemé de petites villes où s'entassent de nombreuses familles souvent très démunies. C'est dans l'une d'entre elles, à 200 km de Rio, que naît Edson Arantes do Nascimento, autrement dit Pelé, en octobre 1940. Son père, Dondinho, était également footballeur. C'était un joueur malchanceux qui a été sérieusement blessé 5 minutes seulement après le début de son premier grand match. Il n'a plus jamais joué de rencontre importante dans sa vie.
Leur vie était difficile, ils étaient très pauvres, mais très riches pour tout le reste. Pauvres financièrement, mais riches d'amour, de tendresse, de valeurs partagées. Ses parents ont su lui montrer le bon chemin, et je pense que c'est ça qui l'a préparé à devenir l'homme qu'il est. On jouait avec des ballons que nous faisions nous-mêmes. On en avait confectionné un avec des chaussettes remplies de chutes de tissu et de vieux journaux. Et comme on savait coudre, on lui avait donné une forme bien ronde. C'est alors que le jeune Edson hérite d'un sobriquet, un nom apparemment sans aucune signification, Pelé. C'est comme cela que je suis devenu Pelé. Personne ne sait vraiment pourquoi. Pelé prenait le ballon, driblait 1, 2, 3 joueurs et marquait but sur but. Les gamins les plus âgés ne parvenaient à lui prendre la balle qu'en lui flanquant des coups. Il n'avait que 8 ans, mais les gens venaient déjà pour le voir jouer. À l'époque, Pelé est bien trop pauvre pour se payer une tenue de footballeur. Ce n'est qu'à l'âge de 11 ans, après avoir rejoint les rangs d'une équipe amateur, qu'il va chausser ses premiers crampons. À l'âge de 15 ans, il quitte sa famille pour rejoindre une équipe de ligue professionnelle, celle de Santos. C'était un garçon comme tout le monde, très simple, très croyant. Je me rappelle le jour où il est arrivé, il avait un costume bleu marine. C'était la première fois qu'il portait des pantalons longs. Comme tous les gosses de la campagne, il avait des problèmes de santé, des problèmes dentaires et des problèmes intestinaux aussi. Il était mal nourri. À l'époque, c'était très courant. Et il a fallu que le club s'en occupe. Ainda não tinha completado 17. Mesmo sendo muito jovem, il avait à peine 17 ans, mais les joueurs de l'équipe de Santos, plus vieux que lui et plus expérimentés, ont tout de suite vu que c'était un phénomène. Les stars de l'équipe ont senti qu'il tenait un grand joueur. Ils observaient ce gamin qui savait déjà tout faire. À partir de ce moment, Santos s'est mis à progresser et est devenu une grande équipe. Elle restera pendant 20 ans la meilleure formation brésilienne et l'une des meilleures équipes du monde. En l'espace d'une saison, l'adolescent devient le meilleur buteur de Santos. Sa réputation s'étend si rapidement qu'il est sélectionné dans l'équipe nationale en juillet 1957. Et pour Ronaldo, à l'instar de Pelé, tout ce qui n'était pas le football était sans intérêt. À 12 ans, il s'en va à 1000 km de sa petite ville natale pour Lisbonne, la capitale, car le Sporting lui a fait une offre. Il continue à impressionner, mais pour Ronaldo, la transition n'est pas simple. Difficile d'imaginer ce joueur avoir du mal à gérer la popularité. Mais avant les voitures et les fringues de luxe, les petites amies top modèles, Ronaldo est solitaire. Loin de chez lui, dans une drôle de ville, il se débat à l'école. Il ne savoure que le terrain. Moqué par ses camarades à cause de son accent madérien et condamné à rester seul, il perd confiance en l'école. On lui diagnostique un problème de tachycardie. L'ablation chirurgicale, une option nouvelle quand la maladie est peu invasive, entraîne aussi des cautérisations sur le côté du cœur. On va procéder à l'ablation atriale gauche, un petit appendice où se forme un caillot qui peut se propager dans le corps. La santé recouvrée, le jeune phénomène reçoit un coup de pouce du destin le 12 août 2003. À 17 ans, déjà repéré par les chasseurs de talent, Ronaldo et son équipe du Sporting affrontent le géant Manchester United. Old Trafford est l'exact opposé des terrains secs de Madère. Et les Red Devils sont des modèles. Sans complexe face au légendaire coach Sir Alex Ferguson, il livre un match éblouissant. Le Sporting gagne 3-1 et Ronaldo est le nom qui revient sur Ronaldo signe avec Manchester United pour une somme record de 15 millions d'euros. Il est arrivé chez nous à 17 ans et il s'est encore amélioré.
Le joueur a besoin d'une figure paternelle qui le prendra sous son aile. Il doit pouvoir lui faire confiance. Et ça a été le cas. Maria, sa maman, est là pour lui. Elle l'a toujours aimé et soutenu. Il répète que sans elle, il ne serait jamais arrivé où il en est. À son arrivée, on impose à Ronaldo un maillot particulier. Il va porter un numéro hautement symbolique, le 7. Aujourd'hui, ce chiffre, on peut dire qu'il l'a immortalisé. Ronaldo n'est pas la première star à venir porter le numéro 7 à Manchester. David Beckham débute sa carrière avec les Red Devils à seulement 17 ans. Rapidement, il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il gagne 6 titres de Premier League et 2 FA Cup à Old Trafford. Il souriait en permanence et présentait toujours bien. Je l'ai connu à ses débuts quand il avait 12 ans. Il désirait devenir un grand footballeur et il s'entraînait très sérieusement. Il a eu une carrière fantastique, qui fait rêver la plupart des managers, qui voudraient avoir la même réussite. Je lui dois beaucoup, car c'est lui qui a décidé ma venue à Manchester United. Puis, il a fait de moi le joueur qui a gagné 19 trophées. Comme Ronaldo, Beckham a été considéré comme un héros puis comme un traître. Ronaldo devient le joueur le mieux payé de l'histoire du club. L'importance de l'argent investi dans le jeu a fait grimper leur statut. Et je parle aussi du business qui a pour but d'exploiter leur image ou des contrats de partenariat. Well, we hate him, I suppose, because he's so good. If you love football, you love Ronaldo. In the story. Et c'est en juin 1958 que cet adolescent maigrichon de 18 ans est expédié en Suède avec l'équipe du Brésil pour y disputer sa première Coupe du Monde. Mais à cette époque, la couleur de la peau pose encore un problème. Et Pelé n'est pas certain de pouvoir jouer avec les meilleurs. L'équipe brésilienne a débuté la Coupe du Monde de 1958 avec 10 joueurs de race blanche. Le seul joueur de couleur était Didi. À l'époque, le football brésilien avait un problème. Seuls les joueurs blancs, issus des classes moyennes ou supérieures, pouvaient être sélectionnés. Quand l'équipe a démarré, tous les joueurs étaient blancs. Le club Fluminense de Rio était même connu pour enduire de poudre de riz le visage de ses joueurs de couleur, afin de les faire passer pour des blancs, évidemment. Certains pensent alors que l'entraîneur brésilien hésitera à faire entrer plus d'un joueur de couleur. Mais un démarrage laborieux de son équipe va lui forcer la main. Et ce sont les joueurs eux-mêmes qui réclament des changements. Pelé fait donc son apparition pour le 3e match contre la redoutable Union soviétique. À l'époque, Pelé est âgé de 18 ans, mais il en paraît à peine 12. Tout le monde pense que ce gamin ferait bien mieux d'être à l'école. Ceux qui jugent que le jeune homme va rester pétrifié devant l'Union soviétique se trompent. Edson aide son équipe à gagner assez facilement par 2-0. Le règne du roi Pelé vient de commencer. De ce tournoi 1958, je garde le souvenir d'un gamin très fluet qui à première vue n'aurait pas dû se trouver là. Il ressemblait bien plus à un petit ramasseur de balles qu'à un joueur professionnel. Au match suivant, le Brésil rencontre le Pays de Galles. Et le petit ramasseur de balles marque le seul but de la rencontre. C'était toujours un gosse très timide, jusqu'à ce qu'il s'empare du ballon. À ce moment-là, c'était magique. On aurait dit un gosse parmi des adultes. Quand vous jouiez contre lui, vous vous aperceviez que c'était tout juste un gamin, mais un gamin incroyablement doué. Contre la France, en demi-finale, Pelé va marquer 3 buts. L'impact a été incroyable.
Quand on pense que des joueurs comme Owen ou Beckham, il y a 3 ou 4 ans, étaient considérés comme de très très jeunes joueurs, alors que Pelé, à ce moment de sa carrière, avait 4 ou 5 ans de moins qu'eux. La finale sera l'épreuve de vérité. Le Brésil, bien déterminé à gagner sa première Coupe du Monde, rencontre le pays d'accueil, la Suède. La pression sur les épaules du jeune Pelé, il a à peine 18 ans, est phénoménale. Mais il ne va pas décevoir son public. Comme tout le monde, j'ai gardé en mémoire ce but qui a montré son acuité de jeu et son aptitude à suspendre le temps dans la surface de réparation. Pelé. And number 3. Into Pelé. And he scored in the very last minute. À partir de ce moment, le mythe du joueur de couleur qu'on ne peut pas sélectionner s'effondre à tout jamais. Dès cet instant, les restrictions imposées à l'équipe nationale sont définitivement levées. Pelé revient dans son pays en héros. Les propositions de plusieurs clubs italiens sont repoussées. Le gouvernement brésilien décrète que Pelé est un trésor national non exportable. De toute manière, le club de Santos tenait à garder à tout prix un joueur capable de marquer 60 à 70 buts par saison. Pelé a remporté 60 titres. Il a aidé Santos à gagner des compétitions en Amérique du Sud et dans le monde entier. Jamais Santos ne se serait séparé de son meilleur joueur. Un sportif professionnel vit sur la route, surtout à cette époque. Santos donnait tellement de matchs de démonstration dans le monde entier que Pelé était souvent absent 3 ou 4 mois d'affilée, sillonnant l'Afrique ou l'Europe. L'équipe de Santos, quand elle a commencé à faire ses tournées, touchait 5500 $ par match. Rapidement, la somme est passée à 10 000, à 20 000, puis à 30 000 $. Sur ces recettes, Pelé prélevait 10, 15, puis 20%. Il y a eu des tournées fantastiques en 1961, 62, 63. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre la frustration que peut ressentir un grand joueur comme lui, que tous ses adversaires tentent d'éliminer la plupart du temps en commettant une faute parce qu'il est trop talentueux. La seule façon de stopper Pelé lorsqu'il jouait, c'était de l'agresser. Ça pouvait passer une fois, mais Pelé n'était pas stupide. Il savait quand c'était juste un accident ou quand c'était un acte délibéré. Si le joueur en face essayait de le casser, alors il se rebiffait. Si tu recommences ça encore une fois... Mais la pression qu'engendrent ces tournées incessantes avec 70 à 80 matchs par saison n'est pas sans conséquences. Je pense que le jeu était beaucoup plus brutal à l'époque de Pelé, tout au moins quand il a commencé à jouer. Les cartons jaunes et rouges n'existaient pas et les expulsions de joueurs étaient très rares. À présent, les joueurs sont beaucoup mieux protégés et aussi mieux préparés physiquement. Chili, 1962. Une blessure contraint Pelé à rester sur le banc de touche pendant la majeure partie des matchs de la Coupe du Monde que défend avec succès la sélection brésilienne. Sa frustration ne fait que renforcer sa détermination à ne pas finir comme son père, qui avait dû mettre un terme à sa carrière pour cause de blessure. Pelé était le sportif le mieux payé de tous. Il gagnait des sommes sans équivalent, non seulement au Brésil, mais dans le reste du monde. Il lui a fallu s'entourer d'une équipe pour gérer sa carrière et pour veiller à son capital. Il acquérait des actions dans des affaires et il investissait dans l'immobilier. Mais dans un certain sens, ses futurs ennuis étaient inévitables. Tout simplement parce qu'il n'avait pas l'expérience requise pour choisir les gens qu'il lui fallait. La Coupe du Monde, qui se déroule en Angleterre en juillet 1966, lui apporte la bouffée d'oxygène dont il a besoin. Il avait raté la majeure partie de la Coupe 1962 au Chili en raison d'une blessure. Le public attendait donc que Pelé rattrape le temps perdu. En 1966, le Brésil est l'équipe la plus admirée dans le monde.
Au cours du troisième match contre le Portugal, ce fut une véritable chasse à l'homme. Si ce match se jouait aujourd'hui, la moitié de l'équipe portugaise serait expulsée du terrain. Tout cela tourne à l'affrontement. Et Pelé est la première victime. Quand on compare cela à ce qui se fait aujourd'hui en ligue professionnelle, on peut dire qu'à l'époque c'était très brutal. Il ne s'est pas rebellé. Mais quand j'en parle encore aujourd'hui, la colère monte en moi parce qu'en 1966, ils ont vraiment tout fait pour mettre sur la touche ce talent exceptionnel. Battu 3-1 par le Portugal, le Brésil quitte la compétition et rentre au pays. Pelé jure de ne plus jamais rejouer un match de Coupe du Monde. Retour au Brésil, Pelé retrouve Rosemary, qu'il a épousée peu de temps avant le tournoi. Pelé est peiné des réactions de la presse qui lui reproche d'avoir épousé une femme de race blanche. Il s'efforce d'organiser une cérémonie de mariage aussi discrète que possible, mais il lui est quasiment impossible de protéger sa vie privée. Elle ne savait pas comment gérer la gloire de son époux. Pelé attirait l'attention aussi bien des hommes que des femmes. Ce n'était pas facile pour une jeune épouse venant d'une famille humble de Santos de devenir une reine du jour au lendemain parce qu'elle avait épousé le roi Pelé. Une fille naîtra de cette union. Mais Pelé sera également le père de 2 enfants illégitimes et son mariage commence à battre de l'aile. Plus tard, Rosemary expliquera qu'entre 1966 et 1970, elle n'aura vu son mari à la maison que pendant 2 mois. Pelé est accaparé de tous côtés, et notamment par ceux qui dirigent le pays, les généraux. Le Brésil est alors une dictature militaire et les gouvernants connaissent la valeur de leur héros national. Ils étaient extrêmement conscients de l'importance du football pour le pays, une forme moderne de jeu du cirque pour le peuple. La religion mondiale, si on la considère du point de vue du nombre d'adeptes, c'est le football. Ce n'est ni l'islam ni le catholicisme, c'est le football. En tant que politicien, si vous savez vous servir de cet engouement, vous maîtrisez la situation. C'est ce qu'ils ont fait au Brésil dans les années 60, en dépensant l'argent du pays pour construire 4 ou 5 fois plus de stades que d'écoles et d'hôpitaux. Le meilleur moyen de faire oublier au peuple qu'il n'avait pas de travail, pas de logement, pas de système de santé, pas de scolarisation, bref, que leur vie était misérable, c'était de leur donner une équipe de football capable de remporter les plus grands trophées dans le monde. En 1968, la dictature resserre encore son emprise. En 1969, un nouvel homme, partisan d'une ligne dure, s'installe aux commandes du pays, le président Emilio Médici. Lorsque Pelé marque son 1000e but, en novembre 1969, le président Médici ne rate pas l'occasion d'apparaître à ses côtés pour lui remettre un ballon d'or. Ce que le régime veut par-dessus tout, c'est que Pelé et l'équipe nationale remportent la Coupe du Monde 1970 au Mexique. Pelé subit alors une pression énorme pour qu'il revienne sur sa décision de ne plus jamais jouer en Coupe du Monde. À l'époque, il est difficile de dire non à la junte. Un lieu de retraite pour jésuites au flanc d'une montagne sert de cadre à l'affrontement entre l'entraîneur et la star du football brésilien. Pelé trouve ici, dans le sommeil, le moyen d'oublier la Coupe du Monde. Les Brésiliens estiment que ses jambes ont 10 ans de plus que le reste de son corps et Saldanha voudrait que le vétéran, en mauvaise forme, prenne maintenant du repos.
Pour l'entraîneur brésilien, le repas est capital. La diététique imposée aux footballeurs est une véritable affaire nationale. Les joueurs les plus enrobés, comme Pelé, doivent s'asseoir à une table séparée. À partir de 1966, Pelé a commencé à jouer moins souvent, à subir davantage de blessures. Il a commencé à décliner. Il a pris du poids en raison de trop nombreuses soirées et de trop nombreux cocktails. Il s'est enrobé et cela n'est pas bon pour un footballeur. Pelé confie la gestion de ses affaires, qui portent sur plusieurs millions de dollars, à un conseiller financier, Pepe Gordo. Mais ses investissements tournent mal. Le sportif le mieux payé du monde fait faillite. Le club de Santos le tire alors d'affaire en le forçant à signer un contrat au terme duquel il accepte de jouer 2 saisons pour un salaire diminué et une 3e gratuitement. Pelé ne se sent vraiment bien que sur un terrain de football. Au Mexique, le public est enthousiaste et des affiches proclament « Aujourd'hui, pas de travail, nous allons voir jouer Pelé ». Lorsque j'ai joué ma première Coupe du Monde, je n'étais qu'un joueur parmi d'autres. Je n'avais pas de responsabilité spéciale. Quand j'ai joué ma dernière coupe au Mexique, j'étais Pelé et chacun attendait quelque chose de moi. Le peuple brésilien, le gouvernement, tout le monde a fait pression sur moi. Quand nous sommes partis au Mexique, les supporters ne croyaient vraiment pas qu'on pouvait gagner. Mais nous, les joueurs, on savait qu'on allait revenir avec la coupe. Nous étions la seule équipe que le Brésil redoutait. Af Ramsey, notre entraîneur, est venu me voir 20 minutes avant le match et m'a dit « Écoute-moi, ce serait bien qu'on joue à 10 de chaque côté. Si tu peux le neutraliser, si eux sont contraints de jouer sans Pelé et nous sans toi, on devrait s'en tirer beaucoup mieux qu'en le laissant imposer sa loi sur le terrain. Si on parvient à le neutraliser, on aura une bien meilleure chance. » J'avais donc pour mission de marquer Pelé. On a eu 1 ou 2 accrochages, ça c'est sûr. Je le suivais comme son ombre. Dès qu'ils avaient la balle, j'étais comme un papillon collé sur une lampe. Je lui collais au maillot. Je ne lui laissais aucune liberté de jeu. Le seul moment où je n'étais pas près de lui, c'est quand Tostão s'échappe, passe 2 joueurs, me déborde ainsi que Moore et envoie le ballon où se trouve Pelé, qui prolonge pour Jairzinho qui marque. Tostão. And Moore beaten for once, but back again. Pelé! Jairzinho! C'est le grand jour de la finale, Brésil contre Italie. Les 2 équipes ont remporté la Coupe Jules Rimet à 2 reprises. L'équipe qui gagnera pour la 3e fois pourra la conserver. Pelé est bien déterminé à ce que la coupe reste une fois pour toutes à Rio et n'aille pas à Rome. Already canny stuff. Rivellino, and it's Pelé, he's got it! Pelé has scored, and that is Brazil's 100th goal in the World Cup. C'est aussi le 12e but de Pelé en Coupe du Monde. Le plus important aussi, puisqu'il va consacrer la carrière du seul footballeur à avoir été sélectionné à 3 reprises pour cette rencontre au sommet. Pelé marquait des buts fantastiques, des buts audacieux, reposant sur un très grand talent personnel. Mais ses meilleurs moments, c'est quand il permettait à ses coéquipiers de marquer. Le Brésil bat l'Italie 4-1. Les Brésiliens sont champions du monde pour la 3e fois. Il a avalé sans broncher tout ce qu'on lui avait fait subir avant la Coupe du Monde. C'était honteux. Ils ont dit qu'il était devenu aveugle, qu'il ne pouvait plus jouer, qu'il était fini. Il a avalé tout ça et a préparé sa réponse. Un sportif, vous savez, il ne peut répondre que sur le terrain. C'est ce qu'il a fait. Il leur a montré qui était Pelé. J'en suis venu à la conclusion qu'après avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde, le moment est venu pour moi d'arrêter. De toute façon, j'ai aujourd'hui 30 ans et je ne suis pas sûr de pouvoir continuer jusqu'à la prochaine Coupe en Allemagne.
Pelé m'a expliqué qu'il était confronté à une situation très difficile pour une superstar du football brésilien. Et c'est bien ce qu'il était. À ses yeux, les gens qui dirigeaient son pays étaient méprisables. Et la qualité de vie de beaucoup de ses concitoyens, particulièrement les Noirs, était insupportable. Pour lui, la coupe était pleine. Même le président Médici ne peut empêcher Pelé de quitter l'équipe nationale en juillet 1971. Pelé avouera plus tard que les responsables gouvernementaux l'ont menacé de s'intéresser de très près à ses déclarations fiscales s'il refusait de jouer la prochaine Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo est critiqué pour ses dépenses et son mode de vie. Pourtant, sa gentillesse, son soutien et sa générosité ont sauvé de nombreuses vies et redonné espoir à ceux qui en avaient besoin. En décembre 2004, le numéro 7 de Ronaldo est synonyme d'espoir. Un séisme frappant la côte indonésienne provoque l'un des pires tsunamis de l'histoire. Un garçon de 6 ans, Martunis, est emporté par les gigantesques vagues. Martunis échoue dans une mangrove. Il doit sa survie à l'eau de pluie dans les flaques et à des paquets de nouilles qui flottaient. Il reste seul 19 jours avant d'être sauvé et de retrouver son père et son grand-père. On diffuse des images de Martunis portant un maillot de foot déchiré et taché de sang, frappé du numéro 7. L'histoire de Martunis et de son maillot fait le tour du monde. Le garçon a perdu sa mère et sa sœur à cause du tsunami. Ému et bouleversé, Ronaldo rend visite à Martunis en Indonésie. Il finance les études du garçon et soutient des projets de reconstruction. Nous sommes des exemples pour les gens. Nous devons toujours apporter des solutions qu'ils pourront suivre. Des sortes de modèles. Je trouve ça formidable et ça me rend très fier d'être un exemple aux yeux du monde et des jeunes. Ronaldo finance également la reforestation des mangroves. Ceux qui critiquent la star ignorent peut-être qu'il a un grand cœur. Quand Ronaldo apprend que sa fan numéro 1 est atteinte d'un cancer, son monde s'écroule. On diagnostique à sa mère un cancer du sein. Elle doit endurer une lourde radiothérapie pour recouvrer la santé. Ronaldo, qui l'a vu souffrir, fait un don de 120 000 € à l'hôpital qui a sauvé la vie de sa mère. Il continue d'aider la lutte contre le cancer et il a financé une structure dans un hôpital sur son île natale de Madère. Ronaldo a reçu une lettre de la famille d'Éric Cruz Ortiz, âgé de 10 ans. Ce jeune fan du Real Madrid avait une anomalie du cerveau nécessitant une opération. Les parents ont demandé à Ronaldo un maillot ou des chaussures qu'ils vendront pour avoir de l'argent. Ronaldo a fait un petit peu plus. Il a payé les 75 000 € de l'opération. Il est une source d'inspiration. Chez lui, au Portugal. Tout le pays l'adore. Pourtant, les gens ignorent son côté philanthropique. Il envoie beaucoup d'argent dans son pays natal. Il s'implique énormément pour la réhabilitation des bidonvilles qui existent au Portugal. Il aide beaucoup, mais les gens l'ignorent. Et il met #respect. Toujours aussi généreux, Cristiano Ronaldo a décidé de réserver l'intégralité de ses primes liées au doublé Liga Champions League aux familles des victimes des attentats de Manchester. C'est donc 70 000 € que recevront chacune des familles touchées par le drame. Voilà. Donc il a fait un joli geste, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo devient vite un phénomène planétaire. C'est l'athlète le plus populaire sur Internet. Des millions de gens l'idolâtrent ou le haïssent. C'est la figure du sport la plus emblématique. Ronaldo est une cible de choix. Les tabloïds et le web traquent ses faits et gestes. Il aime étaler. Maillot de bain serré, etc. Quand on est bien foutu, on peut frimer. Et il ne s'en prive pas. Les stars savent que célébrité rime avec fin de l'intimité. Si les paparazzis sont toujours un problème, quand on s'appelle Ronaldo, avoir un moment tranquille relève de l'utopie. Ronaldo a eu maille à partir avec les paparazzis. Difficile de le blâmer, vu comme il le harcèle. Avec les Beckham, c'est un partenariat. Il y a un Ronaldo et 2 Beckham, et ils occupent la scène déjà depuis de nombreuses années.
Ronaldo fait lui aussi beaucoup d'efforts. Mais il est issu d'une culture, d'un mode de vie très différent. CR7 est la marque de Cristiano Ronaldo et elle est significative. Celle de Beckham est plus importante. Ronaldo est un athlète qui avoue tirer énormément de fierté de son apparence. Et il sait que la marque y est pour beaucoup. Ronaldo a sa propre ligne de sous-vêtements masculins sous la marque CR7. Du pain béni pour ses débuts. Ronaldo fait la une, sur ou en dehors des terrains. Cristiano Ronaldo n'a pas attendu la femme de sa vie pour être père. Le sportif a fait appel à une mère porteuse dont l'identité n'a jamais été dévoilée. Il élève son fils Cristiano Ronaldo Jr. seul depuis quelques années. Pour lui, ce n'est pas grave si l'enfant grandit sans sa mère. Pour moi, ce n'est pas un problème. Dans le monde, beaucoup d'enfants n'ont pas de mère ou de père. Cristiano Junior a un père formidable, une grand-mère. J'ai le soutien de ma famille. Quand Cristiano grandira, je lui dirai toujours la vérité parce qu'il le mérite, parce que c'est mon fils, mais je ne le dirai pas parce que les gens ont envie que je le dise. Quand le dirai-je, je ne sais pas, quand j'estimerai que c'est le bon moment. Des rumeurs sur sa vie privée circulaient déjà depuis un moment. Cristiano Ronaldo multiplie les allers-retours au Maroc. Malgré l'interdiction de Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid. Que Zinedine Zidane, son entraîneur au Real Madrid, et Florentino Pérez, le président du club, lui auraient demandé de l'imiter. Officiellement parce qu'ils sont inquiets des possibles conséquences sur le rendement de leur mascotte. Discrètement, sans doute parce qu'ils voient bien que de nombreux commentateurs y voient une relation plus qu'amicale avec le kickboxer marocain Badrari, à qui Cristiano Ronaldo rend justement visite à Marrakech. Alors que Cristiano Ronaldo n'avait pas souhaité commenter ces bruits de couloir, Daniel Riolo, lui, semble bien mieux informé sur l'intimité de la star. En ce moment, prend son jet 3 ou 4 fois par semaine pour aller voir un ami au Maroc et lui faire des câlins. Ça va avoir des conséquences sur ses performances, avait-il alors balancé sur le plateau de Touche pas à mon sport. C'est un grand pro. Ce qu'il fait pendant son temps libre ne regarde que lui. À mon avis, il est clair qu'il donne une bonne image en tant que footballeur. À Sao Paulo, les grandes entreprises sont conscientes des potentialités qu'offre le football en tant qu'image de marque.
Les superstars peuvent empocher plus d'argent avec des spots publicitaires qui n'en gagneront jamais sur un terrain. Pelé se lance dans les relations publiques pour le compte d'une banque, tourne des spots pour une compagnie pétrolière et investit dans une usine. Mais, une fois encore, tout cela se traduit par une débâcle financière. En 1974, Pelé s'est retrouvé coincé avec une plantation d'EVA dans laquelle il avait largement investi. Il avait signé différents documents qui, apparemment, le rendaient responsable des dettes de la société. Les créanciers ont voulu récupérer leur argent. Et Pelé a dû rembourser 2 millions de dollars pour régler le problème. Malgré ses déclarations précédentes, Pelé est donc contraint de jouer à nouveau pour éponger ses dettes. Il signe un contrat avec le Cosmos de New York pour 6 millions de dollars. Pelé va y jouer pendant 2 ans, suscitant l'essor du football aux États-Unis. Le 1er octobre 1977, cette fois-ci, il quitte le monde du football professionnel. Dans les années suivantes, Pelé va être confronté à l'éternel problème des footballeurs. Que faire, maintenant que l'heure de la retraite a sonné? Ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est toute ma vie. J'ai mis tout mon cœur dans mon travail et vous m'avez fait confiance. J'espère donc que vous me ferez également confiance dans mon nouveau métier, quel qu'il soit. Il faut comprendre que Pelé avait acquis une sorte de statut d'ambassadeur quand il est parti aux États-Unis pour rejoindre le Cosmos de New York. Il était devenu une image de marque. On a donc vu émerger un personnage nouveau, souvent pour des raisons commerciales. Cartão Pelé Unibanco Mastercard. Solicite o seu e ajude a Fundação Abril. Il n'est pas idiot, vous savez. Il sait très bien qu'il représente une valeur marchande non négligeable. Pelé va donc lancer une société de marketing sportif pour promouvoir le football, ainsi que différents produits, allant de la carte de crédit aux produits de santé en passant par les assurances-vie. Pelé décide d'entrer en politique. L'opportunité se présente en 1995, époque à laquelle il devient ministre des Sports de son pays. C'est plus une charge qu'une fonction. Cela prend beaucoup de temps. C'est un poste à haute responsabilité dans un domaine auquel Pelé n'était pas préparé. Il s'en est très bien sorti. Pelé fera également l'objet de critiques sur certains aspects de sa vie privée, avec notamment l'apparition publique d'une jeune femme, née dans les années 60, qui revendiquera être sa fille illégitime. Une deuxième affaire de même nature surgira d'ailleurs plus tard. En juin 1994, Pelé se remarie. Il épouse Assyria, une chanteuse, et il poursuit ses voyages à travers le monde. Le football et la politique sont deux champs d'action particulièrement rudes. Pelé, grâce à son image de marque, gagne désormais plus de 20 millions de dollars par an. Une réussite qui suscite forcément des controverses. Il a dû récemment fermer sa société de marketing sportif en raison d'un différend avec son ex-associé. Je connais très bien Pelé, le joueur. Et il y a une chose dont je suis sûr. Il est le meilleur footballeur que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est un sujet encore tabou dans le monde du football professionnel qu'Antoine Griezmann a évoqué dans une interview accordée au magazine espagnol Icon. Interrogé sur la question, l'attaquant reconnaît qu'il reste encore difficile pour les joueurs homosexuels de faire leur coming out. Je pense que dans le foot, ce n'est pas habituel parce que nous faisons les durs et les forts et nous avons peur de ce qui pourrait se dire. La faute à un certain machisme ambiant, concède le français. Regrette Antoine Griezmann qui assure n'avoir aucun problème avec l'homosexualité. Je respecte tout le monde. Il y a 2 ans, c'est Thierry Henry qui évoquait la question dans le Figaro en souhaitant que plus de joueurs fassent leur coming out. Je pense que ce serait super, ça serait bien pour notre sport, on avance, lançait le champion du monde 98. 80 pays considèrent les homosexuels comme des criminels. 9 les condamnent à mort. Pour que ce monde soit moins homophobe, il faudrait qu'un joueur de grande envergure internationale
fasse son coming out. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, il y a, de manière implacable, il y a des joueurs homosexuels, des très grands joueurs homosexuels. Donc il faudrait ça. Mais je pense que c'est pas pour demain. Alors je sais que Michel Platini, dans sa campagne pour la présidence de l'UEFA, avait expliqué qu'il voulait aussi combattre l'homophobie qui était un des fléaux du football. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop... Dans nos commissions, il y a des commissions de responsabilité sociale sur les minorités par rapport au football. On fait beaucoup de choses. 80 pays considèrent les homosexuels comme des criminels. 9 les condamnent à mort. On reviendra aussi sur un chiffre très inquiétant. En France, les adolescents homosexuels se suicident 10 fois plus que les autres. De responsabilité sociale sur les minorités par rapport au football. On fait beaucoup de choses. Et puis il y avait l'ambition de cette commission de proposer au comité exécutif la possibilité qu'il y ait des femmes au comité exécutif. Moi je trouve que c'était beau, mais malheureusement elles ne peuvent pas être élues parce qu'elles ne sont pas légitimes pour être élues. Ils ne sont pas au courant. Il a peur de leur réaction. Ses collègues les soupçonnent, mais seuls ses meilleurs amis savent. Souvent difficile d'en parler librement parfois. Les mots lui manquent. Bédé! Sale Bédé! Astiqué! Enculé! Sport et homosexualité, c'est quoi le problème? 80 pays considèrent les homosexuels comme des criminels. 9 les condamnent. Il faut que l'homophobie, dans nos stades et ailleurs, cela cesse. On ne force pas les gauchers à jouer du pied droit. Alors pourquoi les homos devraient-ils faire semblant d'être hétéros? Quand un nouveau arrive dans l'équipe, je dis toujours, joue comme tu es. On juge un joueur sur le terrain, pas ailleurs. Épauler son coéquipier, c'est le rendre plus fort. Je ne jouerai jamais avec un coéquipier hétéro. Ça vous choque? Eh ben c'est pareil. Laissez tomber l'homophobie, c'est réservé aux petites tarlouses.